Chapitre 14. Mardi 4 août 1682. Vous allez être en retard à la comédie, déclara Cécile en bouclant sa sacoche. Ses deux amis, affalés sur le lit en chemise et jambes nues, s'étaient autorisés à un moment de détente après une journée caniculaire passée dans une ambiance épaisse à couper au couteau. Il dit ne quitter plus le chevet de la dauphine qui allait accoucher d'un jour à l'autre. Afin qu'elle repose en paix, le roi avait exigé que l'on filtre les entrées. Aussi, se battait-on bruyamment dans son antichambre à coups de titres, de quartiers de noblesse et d'arbres généalogiques pour avoir le privilège d'apercevoir quelques secondes la future mère. Car il fallait être au mieux avec la jeune femme qui était au mieux avec son beau-père le roi. La pauvre dauphine supportait ce remue-ménage avec un calme digne d'éloge, pendant que ces demoiselles essayaient de refouler les importuns. Pour Pauline, les derniers jours n'avaient pas été meilleurs. La reine et la marquise se battaient froid devant les dames éberluées par tant d'animosité. L'une insinuait que la reine bouleversait le protocole pour une vulgaire femme de chambre, l'autre s'empiffrait de chocolat en marmonnant des insultes en espagnol. Personne, fort heureusement, n'avait eu vent de leur dispute, aussi supposait-on que Pauline était cause de la discorde. « Écoutez ça, dit Hildy en brandissant la gazette. Le roi fit donner aux grandes écuries percées. Opéra-ballet de Lully, devant sa cour et sa noblesse, Madame la princesse de Conti, en Flore, y fit merveille, mais l'on y remarqua, par sa grâce et sa beauté, la nouvelle demoiselle de la reine, mademoiselle de Saint-Béryl. Pitié, s'écria Pauline avec de grands gestes, ne me jetez plus de fleurs. Comédienne, pouffa Cécile en arrangeant sa coiffure du bout des doigts. Quelqu'un a vu ma médaille? J'étais sûre de l'avoir mise là avant-hier. Elle vida sa boîte à rubans, les sourcils froncés. C'est à devenir folle, souffla-t-elle entre rire et grimace. Toute la journée, j'ai eu l'impression que l'on m'observait. Et maintenant, mes affaires qui disparaissent. Non, elle n'y est pas. On t'observe? Il fallait nous prévenir, fit Pauline, toute hilarité envolée. Pourquoi faire? C'est de toi que la marquise est jalouse, pas de moi. Mais c'est à toi que l'on vole les médailles, insista Pauline. Cette médaille n'a rien d'intéressant. Elle n'a apparemment rien d'intéressant, rectifia Pauline. Mendoza disait qu'elle venait du roi d'Espagne. Mendoza raconte n'importe quoi, surtout quand elle mange des sardines vieilles de 8 jours, rétorqua Cécile en sortant pour mettre fin à la discussion. Jamais, pensa-t-elle, elle n'avouerait à son amie la peur incontrôlable qu'elle ressentait depuis qu'elle savait l'homme en noir de retour. D'ailleurs, Pauline avait déjà bien assez de ses problèmes sans qu'elle y rajoute les siens. Elle se composa un sourire et poursuivit crânement. Ne m'attendez pas ce soir, je traîne Rémi chez l'épouilleuse et j'ai plein de malades à voir. Ma cassette hurlait Harpagon en faisant de grands moulinets avec ses bras, provoquant les rires de l'assistance. Cécile, qui passait près du parterre du Nord où l'on donnait ce soir la comédie, se dit que dans 100 ans, l'avare de Molière ferait encore recette. La nuit était tombée, une nuit calme et sereine d'été, qui embaumait la rose et le jasmin. Accoudée à la balustrade de pierre, en haut des escaliers, elle s'offrit 5 minutes de pause pour voir les comédiens jouer la pantomime. Cécile riait aux éclats lorsqu'elle entendit les graviers crisser derrière elle. Elle se retourna vivement en sursautant. À quelques pas se tenait un vieux garde suisse, attiré comme elle par les cris de désespoir de l'avare volé. Le cœur battant à tout rompre, elle passa devant lui en le saluant, puis poursuivit sa route vers le château où Mendoza l'attendait. Elle avait choisi de voir la femme de chambre en dernier, car à cette heure tardive les appartements de la reine étaient vides, ce qui lui permettait de faire son travail sans susciter la curiosité des courtisans. À cette heure-ci, pensa-t-elle, M. Guillaume serait de repos. Depuis leur visite au Coq d'Or, il affichait envers elle des mines de protecteur qui l'agaçaient au plus haut point. Ne lui avait-il pas demandé d'abandonner ses visites sous prétexte que cela pouvait être dangereux? Cécile l'appela Guillaume lorsqu'elle entra dans la salle des gardes. Pas de chance, il était là. Elle fit semblant de ne pas entendre et poursuivit son chemin vers l'antichambre. Où étais-tu? Je me suis fait un sang d'encre, dit-il en l'arrêtant par le bras. Monsieur Guillaume, expliqua-t-elle patiemment en se dégageant, je dois gagner ma vie. Comprenez-le enfin. Elle franchit la porte sans attendre sa réponse. Mais, au lieu de continuer sa garde, Guillaume pénétra à sa suite dans les appartements de la reine. Ennuyée à l'idée d'une nouvelle discussion,
Elle l'obliqua vers les cabinets particuliers, puis s'enfila à l'aveuglette dans la garde-robe. L'entrée leur en était interdite à tous deux, mais qu'importe, pensa-t-elle. Avec un peu de chance, ils ne l'y suivraient pas. Raté, soupira Cécile en se mordant les lèvres. Il devait avoir des yeux de chat pour la voir dans le noir. Il faut que je te parle, Pauline m'a dit, pour ta médaille. Monsieur Guillaume, vous n'avez rien à faire ici. Je sais, mais j'ai le droit de m'inquiéter tout de même. Je serais plus tranquille si je pouvais t'accompagner dans tes tournées. Je n'ai pas besoin d'aide, monsieur Guillaume. Pauline se fait des idées. N'y va plus seul. Rémi t'accompagnera, insista Guillaume. En voilà un vrai garde du corps. Elle ne put s'empêcher de rire en repensant au gamin qui avait appelé sa mère pendant que l'épouilleuse le coinçait entre ses genoux pour lui ôter ses poux. Je ne plaisante pas, dit-il en la secouant par les épaules. Elle allait répondre lorsqu'un bruit de porte les interrompit. Ils se turent, l'oreille aux aguets, dans l'obscurité. Les bruits de pas approchaient. Guillaume empoigna Cécile et l'entraîna sans attendre dans une encoignure de fenêtre aux rideaux fermés, suffisamment profonde pour les cacher tous les deux. La porte s'ouvrit sur un bruissement de soie, et la faible clarté d'une bougie transparut derrière le rideau. Ici nous serons tranquilles, disait la voix de la marquise. Mes appartements sont surveillés en permanence. Bontemps y a mis des mouchards. Faisons vite, madame, fit mademoiselle Desœuillets. Je crains que l'on vous cherche. La marquise prit tout de même le temps de s'asseoir. Alors, votre homme est-il sûr? Oui, madame. Moyennant finance, cela va de soi. Il a une réputation excellente. Benvenuti demande 20 000 livres pour lui et son complice. Il ira lui-même chercher le poison et l'autre l'administrera. Claude posa sa bougie sur le rebord de la cheminée et les deux jeunes gens l'entendirent déplier un papier. Il faudra donner 10 000 autres livres à la Leroux pour ses bons offices, reprit-elle. Elle est efficace, vous pouvez m'en croire, j'ai là son adresse. Il faudra être sûr qu'elle se taise après, ordonna anxieusement la marquise. J'y veillerai, madame. Cécile, derrière le rideau, frémit au nom de Leroux. Instinctivement, elle se serra contre son compagnon. Celui-ci, la sentant paniquer, lui mit un bras autour des épaules. Tous deux étaient conscients de s'être fourrés dans un sacré pétrin. Tandis qu'ils retenaient leur souffle, la marquise poursuivit d'une voix mal assurée en se levant. « Je ne peux m'empêcher de penser que nous nous attaquons à un bébé sans défense. Comment suis-je donc tombé si bas ?»« Vous ne pouvez plus reculer, madame, répliqua Claude d'un air doucereux. Le roi ne vous reviendra peut-être pas cette fois-ci, et votre avenir et celui de vos enfants est en jeu. » La marquise ne répondit pas, mais arpenta nerveusement la pièce de long en large. Le pouvoir, l'argent et la jalousie lui faisaient faire de bien terribles choses. « Madame, reprit Claude, plus persuasive encore, n'ayez aucune crainte. Ce petit enfant est vierge de tout péché. Il ira tout droit en paradis. Intriguer est une chose, assassiner en est une autre. Voulez-vous donc voir triompher la reine et madame de Maintenon auprès du roi, répliqua Claude. Voulez-vous finir votre vie au couvent, comme mademoiselle de la Vallière ou madame de Ludre? La marquise sembla s'agiter nerveusement. Claude Desœuillets ajouta. Votre fils, le petit duc du Maine, est le préféré du roi. Ne comprenez-vous pas que c'est là votre seule chance? De toute façon, nous ne passerons à l'acte que si l'enfant de la dauphine est un mâle. Cécile ferma les yeux au bord de la nausée. Elle essaya de s'arrêter de trembler, tandis que Guillaume la pressait contre lui pour tenter de la calmer. Qu'on les découvre, et ils ne donnaient pas cher de leur peau. Faites au mieux, dit enfin la marquise, vaincue, en soupirant. Et pour cette jeune Saint-Béryl, qui vous gêne tant, demanda la suivante, voulez-vous que Leroux fasse d'une pierre deux coups? Guillaume sentit une sueur froide lui glisser au long de l'échine, alors qu'à quelques pas, les deux femmes décidaient de la vie ou de la mort de sa sœur. Non, reprit la marquise, j'ai encore des cartes dans ma manche. Je vais lui racheter sa charge à un prix si intéressant qu'elle ne pourra refuser. Elle n'est pas cupide, cela ne marchera pas. Alors je la marierai à un duc ou un comte. Cette fille de rien ne pourra pas refuser un tel honneur. Du reste, j'ai déjà écrit à sa mère pour avoir son accord.
Vous avez raison, fit Claude en riant. Mieux vaut des noces que des funérailles. Avez-vous eu les renseignements sur la guérisseuse demanda encore Claude en reprenant la bougie pour sortir. Seigneur, qu'elle se taise pensa Guillaume, en sentant la respiration de Cécile s'emballer sous ses doigts. Elle n'est pas qu'une simple guérisseuse. De cela, nous sommes sûrs, commenta la marquise. J'ai fait fouiller sa chambre à la recherche de la fameuse médaille. Hélas, en vain. Sa famille n'a pas été très loquace. Mais nous savons qu'elle a été adoptée et qu'elle se dit amnésique. C'est bien commode, l'amnésie, quand on a des choses à cacher, railla Claude Desœuillets sur le pas de la porte. Voulez-vous que l'on vous en débarrasse? Cécile laissa échapper un gémissement. Guillaume tenta de la bâillonner de sa main, mais trop tard. Qui va là s'écria Claude Desœuillets, en scrutant l'obscurité. Derrière le rideau, les deux jeunes gens se tassèrent l'un contre l'autre. Sortez, ou j'appelle la garde, continua la suivante, en avançant d'un pas ferme. Guillaume, réfléchissant à toute vitesse, décida que, perdu pour perdu, il fallait tenter une sortie. Cours, cria-t-il à Cécile, en la tirant par le bras de derrière le rideau. Il bouscula au passage la suivante, qui tomba sous le choc, éteignant du même coup la bougie. Dans le noir le plus complet, la marquise se mit à hurler. À la garde, à la garde. Suivez-moi, fit Cécile, en ouvrant à tâtons une porte de service dissimulée dans les boiseries, puis en grimpant le petit escalier menant au comble. Ils coururent à perdre haleine dans le labyrinthe de couloirs étroits réservés aux domestiques. Puis Cécile s'arrêta un instant, désorientée, avant de pousser une porte sous laquelle filtrait de la lumière. Une jeune lingère était là qui, sous la surprise, lâcha son ouvrage et manqua renverser sa bougie. « Marguerite, cache-nous par pitié !» s'écria Cécile. La fille, bouche bée, mit une seconde à réagir, puis, entendant des bruits de bottes dans le couloir, elle leur montra du doigt le réduit où s'entassait le linge à raccommoder. La lingère fila ensuite sur le pas de la porte, au-devant de leurs poursuivants. « C'est pourquoi donc, tout ce tintouin » demanda-t-elle en bâillant. « Vous n'avez vu personne » lui demanda l'un des gardes, portant haut une torche. « Personne, monsieur, mais j'ai entendu des pas par là. Il n'y a pas une minute » déclara Marguerite avec aplomb en leur montrant le bout du couloir. Elle lui offrit en prime un sourire si ravageur que le jeune garde faillit en tomber à la renverse. Puis elle rentra dans la lingerie en refermant doucement la porte sur elle. Les bruits de pas s'éloignèrent en un instant. « Cécile, qu'as-tu donc fait ?»« Non, je ne veux pas savoir, poursuivit-elle. Filez, avant de vous faire prendre. » Elle les conduisit 3 portes plus loin à un escalier en colimaçon qui les mena tout droit vers l'extérieur. « Il faut quitter le château au plus vite ou nous sommes fichus. Peux-tu courir jusqu'aux écuries ?» demanda Guillaume. « Jusqu'en enfer pour partir d'ici, » répondit Cécile d'une voix chevrotante. La cour était malheureusement mal éclairée et les nombreux échafaudages leur fournissaient des abris de fortune. Ils firent les derniers 100 pas sur la place d'Armes, à découvert, en courant jusqu'aux portes des écuries. « Suis-moi, » dit Guillaume en reprenant son souffle. « Il n'y a qu'à Paris que nous serons en sécurité. » Il la conduisit dans le dédale des stalles à la recherche de sa jument et poursuivit amèrement. « Dire que nous fuyons comme des voleurs alors que nous n'avons rien fait. Notre parole ne vaudra rien contre celle de la marquise. Et il faut prévenir Pauline. Elle aussi est en danger, » répondit Cécile. « Viens, Rémi lui portera un message. » Il secoua le gamin qui dormait dans la stalle, faute de place dans les dortoirs, puis caressa sa jument en soupirant. Sa vieille complice ne pourrait pas les mener bien loin. « Rémi, trouve-nous 2 chevaux frais, » ordonna-t-il, « et ne traîne pas. » L'enfant ramena sans tarder 2 bêtes de race que Guillaume commença à sceller aussitôt. Il ne préféra pas savoir comment Rémi s'était procuré de si belles bêtes, mais ne put que se féliciter de la débrouillardise de son valet. « Tu vas faire une commission à ma sœur, » lui dit-il en sanglant la seconde monture. « Tu connais ma sœur Pauline. Au château, tout le monde connaît votre sœur. »« Monsieur, » répliqua Rémi, comme si c'était une évidence. Guillaume en aurait ri si la situation n'était si grave. En ce moment, elle est à la Comédie. Tu iras la voir à la fin du spectacle et tu lui diras que la marquise veut faire du mal au bébé de la dauphine, si c'est un garçon. Qu'elle prévienne la reine. Nous sommes obligés de fuir à Paris. Cécile poursuivit. Tu lui diras aussi que nous allons chez la duchesse à Confesse. Elle comprendra.
Dis-lui bien de faire attention à elle. Les chevaux étaient prêts. Guillaume se tourna vers Cécile. Désolé, nous n'avons pas de selle d'Amazone. Tu sais monter au moins s'inquiéta-t-il un peu tard. Elle siffla entre ses dents, puis regarda l'étrier, comme pour en comprendre le mode d'emploi. Nous allons bientôt le savoir, finit-elle par avouer. Comme pour le clavecin? Elle ne prit pas la peine de répondre, mit son pied sur l'étrier en s'agrippant au pommeau de la selle et se propulsa à califourchon, gênée par ses jupes. Je sais, dit-elle sans plus d'explication en partant au pas jusqu'à l'entrée. Après avoir fait de nouvelles recommandations à Rémy, ils partirent au petit trot pour ne pas éveiller l'attention du garde. Cécile avait raison. Elle savait monter. Et très bien même, constata Guillaume en souriant. Comme pour le clavecin, Cécile l'étonnerait toujours. Il leur faudrait trouver un abri pour la nuit, songea-t-il. Le clair de lune leur permettait de progresser sans peine, mais sa compagne, en jupe et chaussures de ville, ne soutiendrait pas ce rythme longtemps, sans compter que la marquise avait de nouveaux appuis dans la police et dans la maréchaussée. Arriverait-il seulement jusqu'à Paris? À l'entrée du petit village d'Auteuil, ils trouvèrent une auberge à l'écart du chemin et décidèrent de s'y arrêter pour la nuit. Le lendemain matin, ils profiteraient de la cohue des maraîchers se rendant aux Halles pour entrer dans Paris. Guillaume aida Cécile à descendre de sa monture. La chevauchée avait été si éprouvante qu'elle se demanda, en posant le pied à terre, si elle arriverait à marcher de nouveau. Ensuite, ils firent rapidement le tour de leur richesse. 2 chevaux volés au roi et 3 livres 12 sols, 4 deniers. Ça va? Lui demanda Guillaume, en la voyant masser son postérieur. Ça va, répondit-elle sans conviction. Enlevez votre veste, monsieur Guillaume. On ne doit pas avoir souvent des gardes écossais par ici. Cécile avait raison. Il quitta son juste corps et sa perruque qu'il fourra dans les fondes de sa selle. Puis, prenant le bras de Cécile, il poussa la porte. La salle était vide. Seul un couple nettoya à grande eau les quelques tables à la lueur des braises de l'âtre. « Je suis désolé. Nous ne servons plus après 10 heures, c'est la loi, » s'excusa l'aubergiste en venant à leur rencontre. « Nous voudrions une chambre, je vous prie, » demanda Guillaume. « Votre dame a l'air bien fatiguée, » reprit aimablement l'aubergiste en rallumant une bougie. « Vous venez de loin? »« De Chartres, » répondit Guillaume sans réfléchir. « Ça fait une trotte, dites donc. Donnez voir vos bagages que je les monte. » « Nous n'en avons pas. » L'aubergiste, étonné, étudia le couple avec suspicion, elle décoiffée, lui en chemise, et consulta sa femme du regard. « Vous n'auriez pas enlevé la petite demoiselle, par hasard ?» demanda-t-il à Guillaume en fronçant les sourcils. « Je ne veux pas d'ennui avec la police, moi. »« Pitié, supplia Cécile. »« Oui, nous nous sommes enfuis. Nous nous sommes mariés sans l'accord de nos parents. » Guillaume la regarda bouche bée, puis, prenant la balle au bond, continua. « Donnez-nous asile pour ce soir, » fit-il en regardant la patronne qui, l'œil humide, avait déjà décidé pour son mari. « Pauvre petit, va, fit-elle émue. « On ne peut pas les laisser sur les routes, ce serait pas chrétien. » Le mari bougonna, mais sa femme revint à la charge, leur rendant l'espoir. « Tu as été jeune, mon Joseph. Rappelle-toi que mon père voulait pas que tu me maries. »« Ben, tu m'as marié quand même. » Le patron se tourna vers sa femme pour lui faire un doux sourire de connivence. « T'as raison, mamie. Et même que je recommencerais s'il fallait. » Cécile et Guillaume poussèrent un soupir de soulagement, remerciant le ciel d'être tombé sur de braves gens. La patronne, avec des airs protecteurs de mère poule, les conduisit sans plus de questions dans une chambre au mobilier rustique d'une propreté rigoureuse. Ankylosée et rompue, Cécile alla s'asseoir sur le grand lit. Guillaume, adossé à la porte, ne put s'empêcher de remarquer. « Comment t'est venue cette idée ?»« Je n'ai aucun mérite, » répondit Cécile en riant. « J'ai souvent remarqué que les gens du peuple étaient sensibles aux histoires d'amour contrariées. »« Les gens du peuple? Et pas les autres ?»« Non, vous, les nobles. » Commença Cécile. Vous ne vous mariez que par raison, pour un titre, une terre ou une dot. Les gens du peuple, eux, se marient par amour.